D'un point de vue anthropologique, c'est quand même quelque chose qui a été beaucoup dit, beaucoup parlé. La révolution digitale, elle est seulement comparable aux deux autres grandes révolutions, qui sont les deux grandes révolutions qui ont fondé, un tout petit peu la première, l'humanité en tant que telle, qui est quand l'espèce humaine, de façon un tout petit peu différente, de façon aussi très difficile à déterminer et à fixer, a découvert, on ne sait pas comment dire, n'est-ce pas, a accédé à la parole. Alors, effectivement, tous les animaux, et même aujourd'hui, les travaux des biologistes montrent que, d'une certaine façon, parmi les végétaux, existent aussi des modes de transmission d'informations, on ne peut pas appeler communication, mais transmission d'informations sans aucun problème, c'est évident que oui. Les animaux plus, pour dire comme ça, évolués ou sophistiqués, comme on voudrait, hein, aussi ont des modes de communication qui incluent même l'apprentissage, c'est-à-dire que si nous, on va parler à niveau des bactéries, des cellules, l'échange d'informations n'inclut pas un apprentissage, n'est-ce pas? Mais l'apprentissage commence très très tôt. Hein. Vous avez toutes et tous entendu parler des blobs, hein, c'est-à-dire ces êtres qui ne sont ni champignons, ni vivants, ni végétales, n'est-ce pas? Et qui sont capables d'apprendre. Les abeilles sont capables d'apprendre. Alors pourquoi c'est important la question d'apprendre, capable d'apprendre? Parce que ça veut dire que cette communication du vivant, donc en général, n'est pas simplement une communication mécanique dans laquelle il y a une influence A et une réaction B, mais il y a une compréhension des choses et une modification. Bon. L'espèce humaine, bon, voilà, les gros singes un peu bizarres qui étaient tous les hommes jusqu'à Sapiens, non? Certainement devait avoir des modes de communication assez évolués par rapport aux autres animaux et par rapport aux autres singes, etc. Mais à un moment donné, ce qui va se passer, c'est que va émerger un langage qui s'autonomise, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le langage n'est plus un instrument de communication, s'autonomise, détermine une nouvelle dimension de l'être, pour dire comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par une nouvelle dimension de l'être? C'est-à-dire que quelque chose vraiment qui développe d'autres possibles, d'autres formes qui ne sont plus incorporées directement au possible de l'animal. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis là. C'est-à-dire quelque chose qui a un niveau d'autonomie et de dépendance, les deux à la fois. Des dépendances, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a des dépendances, parce qu'il faut bien quand même qu'il y ait des vivants pour utiliser et alimenter cette dimension-là. Mais c'est une combinatoire autonome, c'est-à-dire que la langue émerge d'un point de vue linguistique et anthropologique. La langue émerge quand tout à coup émerge une nouvelle dimension jusque-là absolument inexistante qui, basée, fondée sur les méthodes de communication entre animaux, va faire autre chose que communiquer. C'est-à-dire que la langue crée une autre dimension. Nous savons que la langue crée une autre dimension parce que nous pouvons dire, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, si vous voulez, on peut revenir tout à l'heure, mais nous pouvons dire que quelque part, la langue se comporte comme un être vivant. C'est pour ça qu'on dit qu'il existe des langues mortes, n'est-ce pas? La langue acquiert des éléments, de nouveaux éléments, se modifie, perd des éléments, n'est-ce pas? C'est-à-dire que même d'un point de vue biologique, effectivement, la langue se comporte comme un être vivant, sauf qu'elle n'est pas un être vivant, parce qu'il n'est pas, pour le dire dans les jargons biologiques, il n'est pas autopoïétique, c'est-à-dire qu'il n'est pas autonome et vivant, mais il y a ce double caractère, la langue, d'être autonome, c'est-à-dire qu'elle n'est pas là à notre service, n'est-ce pas? Autonome et dépendant de nous. Alors, quand on dit qu'elle n'est pas à notre service, c'est parce que, à vrai dire, la langue ne sert pas à dire ce que je veux dire, n'est-ce pas? La langue a un niveau d'autonomie dans lequel nous savons tous qu'elle dit plus ou moins ce que je crois avoir voulu dire,
mais les niveaux d'autonomie de la langue par rapport à la communication et justement ces caractères polysémiques qui s'articulent toutes seules, n'est-ce pas? Alors, les humains, bien entendu, nous gardons des niveaux communicationnels, c'est-à-dire qu'on communique, passe-moi un verre d'eau, passe-moi un verre d'eau, ok, d'accord, mais on participe de cette langue qui n'a pas comme fonction principale la communication. Bon, la deuxième, alors là, à partir de cette grande révolution, opère entre autres un changement incroyable. Alors ces changements, il faut bien comprendre quand même que pour pouvoir avoir une langue articulée, ça, d'un point de vue de l'évolution de l'espèce, ça demandait quand même des changements anatomiques aussi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est un long processus qui rend possible ça, qui rend possible l'émergence de cette langue autonome et dépendante à la fois. Pourquoi c'est une révolution énorme et qui va nous illustrer par rapport au digital? Eh bien, parce que avec la langue, ce qui va se passer, c'est que ces petits groupes d'humains qui dorénavant font autre chose que communiquer, ils parlent des choses comme ça, absentes, etc. Eh bien, ces petits groupes est capable dorénavant d'acquérir de l'expérience indirecte. Ça veut dire quoi l'expérience indirecte? Ça veut dire, pour le dire de façon bête, je l'ai dit à l'autre, à Sapiens qui est là, fais gaffe, mon gros, parce que là, il y a un trou. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de tomber dans les trous pour éviter les trous. Bon. Donc, les singes, les chiens, les chats arrivent plus ou moins à des trucs comme ça. Donc là, c'est un peu primaire, mais disons, l'expérience en direct, ça signifie que je peux avoir des savoirs qui ne dépendent pas de mon expérience directe. Pour vous donner une idée, un singe, un chien, un cochon, un rat, qui sont les mammifères les plus proches de nous et les plus développés, ont, je sais pas, ils arrivent à avoir 7, 8, 9, 10% d'expériences indirectes. C'est-à-dire que les adultes peuvent transmettre d'expériences indirectes à leurs petits sans besoin que le petit fasse l'expérience, n'est-ce pas? Bon. Alors, 7, 8, c'est énorme, n'est-ce pas? Pour les humains, quand ils acquièrent la langue, et là, il devient, l'espèce humaine devient humanité, pour dire comme ça, tout à coup passe de 7, 8, 9% d'expérience en direct à au moins 50% d'expérience en direct. Vous voyez, c'est-à-dire que ça lui donne une puissance énorme à l'espèce humaine parce qu'effectivement, contrairement aux autres espèces, pouvait cumuler et transmettre de l'expérience sans avoir à faire l'expérience. Bon. La deuxième grande révolution, ne vous en faites pas, il y en a 3, c'est tout. La deuxième grande révolution, c'est effectivement l'invention de l'écriture. L'invention de l'écriture jusqu'il y a très peu de temps, pour vous dire officiellement jusqu'il y a 2 mois, 2-3 mois, on pensait qu'il avait été inventé en Mésopotamie, Mésopotamie entre le Tigre et l'Euphrate. Et ça fait 2-3 mois, 4 mois, qu'un anthropologue, un archéologue français, je ne me souviens pas le nom, désolé, a trouvé très près de la Mésopotamie française une autre langue écrite. Donc, apparemment, l'écriture aurait été inventée grosso modo il y a 5000 ans dans 2 endroits géographiques différents. Ça, c'est quand même quelque chose dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais c'est très, très intéressant, cette idée de que ce que l'humanité invente, ce n'est pas n'importe quoi. Ça correspond à un certain développement pratique, objectif, matériel. On ne va pas aborder ça, mais c'est quand même assez intéressant. Bien, ce qui nous intéresse, c'est que les humains inventent la langue. Alors, ils inventent la langue. Qu'est-ce qui se passe? Ils inventent la langue. Alors, du coup, ce n'était plus la transmission orale. Tout à coup, c'est écrit. C'est écrit. Ça permet de figer la pensée, de figer les savoirs, et les savoirs commencent à circuler et enrichir cette puissance. Si on dit qu'avec la langue, l'espèce a 50% d'expérience indirecte, avec l'écriture, l'espèce a 70%, grosso modo. Ce n'est pas des chiffres comme ça scientifiques, hein, mais on peut dire que 70%, un peu moins que 3/4, de l'expérience des humains
est en direct dorénavant. Mais ça signifie quoi? Ça signifie un niveau de déterritorialisation, c'est-à-dire que tout à coup, mon savoir, il est énorme, mais il est fondé surtout sur des choses que je n'ai pas expérimentées avec mon corps. Vous voyez? OK, très bien. La troisième grande révolution est la révolution digitale, celle que nous sommes en train de vivre maintenant. Alors, bien entendu que quand les humains inventent l'écriture, quand ils passent donc à cette puissance incroyable qui lui donne une maîtrise énorme sur le monde, la nature, les autres espèces et sur soi-même, quand ils inventent l'écriture, il faut tenir en compte par rapport à la digitalisation du monde qu'on parle de 4500, 5000 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'écriture a pris 4000 ans, grosso modo, pour se répandre sur la planète. Et encore aujourd'hui, il reste beaucoup de peuples non alphabétisés, donc qui n'ont pas une culture écrite et lecture. Et même en France, à Paris, il existe beaucoup de gens qui sont semi-alphabétisés dans le sens qu'ils sont perdus, n'est-ce pas? Donc l'écriture, depuis 4000, 4500 ans, est arrivée à se répandre, à devenir très importante, etc. Mais elle est très loin encore d'avoir gagné la pratique quotidienne de la grande majorité des humains. Parce que, figurez-vous, c'est quand même assez incroyable, plus de la moitié de l'humanité n'a pas un quotidien avec l'écriture, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'ils ne lisent pas, n'écrivent pas, et ils ont beaucoup de difficultés à comprendre un texte. Bon. Alors, la troisième grande révolution est effectivement la révolution digitale. Alors, la révolution digitale, pareillement que l'écriture, vous savez, l'écriture, je disais de la langue, que la langue est une dimension autonome, avec une certaine autonomie, qu'elle elle se parle à travers nous, comme on dit, n'est-ce pas? Eh bien, l'écriture aussi. L'écriture inaugure une nouvelle dimension des lettres, de ce qui existe. Nous le savons tous et toutes quand nous lisons la littérature, par exemple. Souvent, on se demande, mais quand je lis de la littérature, quand je lis un roman comme ça, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train juste de m'informer sur une histoire? Bien entendu que non, n'est-ce pas? C'est-à-dire les pitchs, comme on dit pour un film du livre, n'est pas fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que quand on lit un bon livre de littérature, on rentre dans une dimension autre, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la littérature, avoir accès à la littérature, c'est avoir accès à une dimension qui est semi-corporelle et semi-autonome. Bien. La révolution digitale est considérée d'un point de vue anthropologique comme la troisième grande révolution dans laquelle effectivement l'humanité a affaire avec une nouvelle puissance. Pour vous donner une idée d'un point de vue anthropologique, on considère l'émergence du digital comme si une nouvelle espèce, vous voyez, une nouvelle espèce émerge qui est en rivalité, en conflictualité avec l'espèce humaine et avec les autres espèces. Et c'est comme ça un peu qu'on le considère. Alors, par rapport à la digitalisation, pour aller vite, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si on était à 65-70% d'expérience en direct grâce à la lecture et à l'écriture, eh bien, avec la digitalisation, deux choses qu'il faut retenir pour comprendre le phénomène. Une, on passe à presque 90-92% d'expérience en direct. C'est-à-dire que du coup, les humains, on a maximum 10% d'expérience de savoir direct parce qu'on les a physiquement, corporellement vécus, et 90% de nos savoirs sont donnés par des biais qui arrivent directement à la conscience, mais qu'on n'expérimente pas. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les millions d'années qu'a pris la langue pour se développer à partir des petits groupuscules humains, millions d'années, les 5000 ans qu'a pris l'écriture pour même pas conquérir l'ensemble de la planète.
vous devez comparer ça aux 20 années, 30 années maximum qui a pris le monde digital pour conquérir absolument toute la planète et tous les individus de la planète. Vous voyez? Donc, ça veut dire que cette puissance du monde digital est une puissance qui, contrairement à la langue ou à l'écriture, n'a pas donné à l'humanité le temps d'une régulation, d'un aller-retour conflictuel, vous voyez. Non, et là, boum, d'une rapidité incroyable, conquérir l'ensemble de la planète. Alors, il faut savoir aussi, comme une autre information comme ça, des bases générales, quand on parle des mondes digital, pour savoir de quoi on est en train de parler, il faut savoir quand même que la langue, je disais, pour qu'émerge la langue, pas pour que la langue, et non pas la communication, comme je disais, pour que la langue émerge, il a fallu des modifications anatomiques. Le cerveau aussi s'est modifié parce que ça s'est intégré d'une autre façon. Il y a des zones cérébrales qui sont développées, d'autres qui sont atrophiées, d'autres qui sont changées des fonctions. Bien. Quand arrive l'écriture, pareillement, il y a des modifications cérébrales, pour parler que du cerveau, il y a des modifications cérébrales importantissimes, n'est-ce pas? C'est-à-dire que effectivement, des zones, par exemple, que vous pouvez imaginer intuitivement, les zones qui jusque-là, par exemple, servaient à déceler des traces, n'est-ce pas? Des traces des animaux, qui servaient à interpréter des signes comme ça, des signaux. Tout à coup, c'est cette zone cérébrale et ces fonctions cérébrales qui se sont hyper modifiées pour apprendre à lire et écrire. Vous voyez, lire et écrire, c'est un truc, avec la langue, peut-être on a plus de mal à faire cet exercice-là, mais avec la lecture et l'écriture, la vérité, c'est qu'il faut se donner à un moment donné l'opportunité de se surprendre de qu'est-ce que ça signifie. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Que vous prenez un papier avec plein de petits trucs, des petites traces, et que vous pouvez, de ce papier-là, votre cerveau peut interpréter ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire, avec la lecture, il se passe quelque chose comme ça. On est tellement habitué qu'on trouve ça que c'est absolument normal comme respirer. Or, c'est absolument pas comme respirer. Vous comprenez? C'est-à-dire, les modifications qu'il a fallu et l'apprentissage, parce qu'effectivement, tout le monde naît en respirant, personne naît en lisant, n'est-ce pas? Les apprentissages, les intégrations, les modifications des circuits cérébraux qu'il faut pour que je puisse lire, quelque chose qui a du sens pour moi, que je vais transmettre, c'est énorme. Eh bien, il faut imaginer que depuis 25 ans, les modifications cérébrales qu'il a fallu pour lire, eh bien, les modifications cérébrales qu'il faut pour cohabiter avec le monde digital, elles sont d'une rapidité absolue et ravageante, n'est-ce pas? C'est-à-dire que notre cerveau, à l'instar de l'acquisition de la langue et de l'écriture, mais restons à l'écriture parce que la langue, on n'a que des hypothèses de ces modifications-là, on connaît beaucoup, mais on a des hypothèses. Pourquoi on a des hypothèses? Parce qu'on n'a pas de cerveau. Vous comprenez? On n'a pas de cerveau disponible de l'époque. Mais en revanche, par rapport à l'écriture, alors là, on a tout ce qu'il faut. On a des cerveaux de peuples non alphabétisés, des cerveaux semi-alphabétisés, vous comprenez? Donc, on peut voir. Vous imaginez que cette modification du cerveau pour acquérir la lecture et l'écriture, qui s'est fait en 4500 ans, et que, je répète, n'a pas encore gagné l'ensemble de la planète, en 20 ans, 25 ans, gagne l'ensemble de la planète et se met à modifier le cerveau avec une vitesse grand V. Je vous donne quelques exemples de modifications. Si vous voulez, je vous le donne après, c'est pour ne pas vous embêter avec ça. Mais dans tous les cas, effectivement, par exemple, si moi je lis, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler en ce moment en tant que chercheur. Hein. Un truc que d'abord, je n'arrive pas à comprendre, mes collègues non plus. Il s'avère que si je lis un texte sur un écran, je ne fais pas de l'intertexte, je ne zappe pas pour dire comme ça. Hein. Je lis un texte sur un écran et je lis un texte sur un bouquin, et figurez-vous que ce n'est pas les mêmes circuits cérébraux qui sont engagés.
n'est-ce pas? Alors, grâce à la machinerie médicale actuelle de l'imagerie cérébrale, n'est-ce pas? Nous voyons ça. Alors, vous imaginez bien, si ce ne sont pas les mêmes circuits cérébraux, vous comprenez bien que les circuits cérébraux qui sont engagés avec la lecture sur papier sont justement les circuits cérébraux des productions de mémoire. La production de mémoire, c'est pas, le problème c'est qu'on ne se connaît pas, alors peut-être que je dis des banalités pour vous, mais bon, je le dis quand même. La production de mémoire est une production des protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, vous savez, les protéines sont des briques du vivant. C'est-à-dire que quand je mémorise quelque chose, cette mémorisation est comme une sorte de sculpture du cerveau. C'est-à-dire qu'il se modifie, pas seulement physiologiquement, mais même anatomiquement. Il y a une façon d'emmagasiner les souvenirs qui est lourde, disons. Quand je lis sur l'écran, eh bien, c'est l'autre circuit de la mémoire qui apparaît, c'est la mémoire de travail, qu'on dit la mémoire opérationnelle, qui est une mémoire à court terme. La mémoire opérationnelle, c'est la mémoire que j'utilise quand, pour faire une petite opération ad hoc que je dois faire, je me rappelle, mais ça n'imprime pas, pour le dire comme ça. Là, ça n'imprime pas. Ça veut dire que je suis en train de lire le même texte, mais visiblement, l'outil n'est pas neutre. Par rapport aux modifications, non, peut-être vous connaissez toutes et toutes maintenant, tous et toutes maintenant, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, les modifications cérébrales qui occasionnent l'utilisation du GPS. N'est-ce pas? Je pense que si vous connaissez tous, je ne vais pas vous embêter avec ça. On connaît Laurent? Moi, je le connais parce que je t'en ai entendu parler à un de tes séminaires, mais je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, tu vois. Bon, j'ai fait vite pour ne pas vous embêter avec des répétitions. La modification cérébrale due à l'utilisation des GPS, c'est des travaux qu'on a fait il y a déjà des années. Donc, déjà des années, ça veut dire qu'il y avait moins de monde qui utilisait GPS. Hein. Bon, alors, ce qui se passe, c'est qu'on a fait avec deux groupes de chauffeurs de taxi, un groupe de chauffeurs de taxi de Londres et l'autre de Paris, parce qu'ils sont deux villes labyrinthiques, n'est-ce pas, difficiles à se rappeler toutes les rues. Hein. Vous voyez, en Amérique, par exemple, en Amérique du Sud, il y a des villes qui sont carrées. Alors, se rappeler, c'est plus facile. Mais à Paris, vous voyez, c'est un peu comme ça. Bon, enfin, un groupe de Paris qui commençait à conduire des taxis avec un GPS et un groupe de Londres qui commençait à conduire sans GPS. Bon, il s'avère qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens pas maintenant exactement, au bout d'un laps de temps comme ça, pas très long, les chauffeurs de Paris qui avaient appris à conduire avec GPS avaient les noyaux sous-corticaux qui s'occupent de cartographier les temps et l'espace absolument atrophiés, n'est-ce pas? Atrophiés. Or, les temps et l'espace, ça signifie que on perd, c'est comme créer une sorte de, je sais pas, d'anomalie artificielle, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est une sorte de dyslexie grave, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que les chauffeurs des taxis de Londres, effectivement, il y avait les noyaux sous-corticaux absolument intacts. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand je suis avec un GPS qui me dit droite, gauche, recalculer, droite, gauche, etc., il y a quelque chose dans ces noyaux qui jusque-là s'occupaient de faire ça, qui s'atrophie. Vous comprenez? Donc, ça signifie pas, ça signifie quoi, par exemple, l'atrophie de ces noyaux qui cartographient le temps et l'espace? Ça signifie que je suis dorénavant paumé dans les temps et dans l'espace, c'est-à-dire que je me perds, voilà, je me perds dans les temps, je perds la notion du temps, je perds la notion d'espace. Vous savez, c'est comme ces spéléologues qui vont pendant quelques temps dans des trous géologiques comme ça pour voir qu'est-ce qui se passe. Au bout d'un mois, ils perdent les cycles circadiens, non? Nuit-jour, que c'est les systèmes sympathiques et parasympathiques. Non, on perd ça et le corps est tout à fait déréglé parce qu'on a perdu ses repères temporels. Pardon. Bon, alors,
comme ça, comme la question du GPS, voilà, les travaux qu'on a fait, c'est autour de qu'est-ce qui se passe avec les mômes qui apprennent à faire des mathématiques avec des machines à calculer, n'est-ce pas? Alors, ce qui se passe, c'est que tout le développement, tout le développement du cerveau, de l'architecture cérébrale qui s'est fait grâce à cet apprentissage-là, ben, ne se fait pas. Il faut savoir que souvent on dit, pour comprendre, pour expliquer d'une façon bête, voilà, les cerveaux, contrairement à ce qu'on pensait je sais pas, il y a 20 ans, peut-être 25 ans, les cerveaux et les neurones cérébrales ne sont pas là d'une fois pour toutes et ciao. Il y a 20-25 ans, grosso modo, on a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui la plasticité cérébrale, ce qu'on appelait à ce moment-là la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale veut dire que pour les comparer, nous devons penser que le cerveau est comme un muscle. N'est pas du tout comme un muscle, bien entendu, non? Mais comme un muscle dans quel sens? Dans le sens que si on ne se sert pas, il s'atrophie. C'est-à-dire que si je ne fais pas d'exercice, mon muscle disparaît. N'est-ce pas? Il reste quelques fibres musculaires là, mais disparaît. N'est-ce pas? Eh bien, avec les neurones du cerveau et les neurones en général, on s'est rendu compte qu'effectivement, les neurones et les noyaux cérébraux qu'on n'utilisait pas s'atrophiaient. C'était un sacré truc, parce qu'on se rendait compte donc qu'effectivement, bah, ce mécanisme qui s'appelle la délégation des fonctions, c'est-à-dire que mon cerveau délègue la fonction calculante, la fonction de cartographie, la fonction temps, la délègue vers une machine. Quand je délègue vers la machine, c'est pas que j'ai ma fonction dans ma tête et j'ai une machine qui m'aide. Quand je délègue, je délègue. C'est pas dans un mouvement qui parfois est réversible, parfois il est irréversible. Alors, je vous dis ça parce que quand on parle des liens sociaux et du monde digital, eh bien, moi, je crois que même, je m'excuse, c'était un peu long, ce qu'il me présente en début de la chose, moi, je pense qu'il faut comprendre au moins à ce niveau-là de quoi on est en train de parler. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler des liens sociaux et monde digital comme si on était en train de parler, voyez, simplement du fait que, bon voilà, j'ai acheté une machine à écrire, donc j'ai un outil qui me sert, et c'est plus pratique d'avoir une machine à écrire, parce que si j'ai une mauvaise écriture, l'autre comprend, vous voyez. Il faut comprendre que le monde digital, les appareils digitaux, les réseaux digitaux, eh bien, ne sont pas des outils qui nous laisseraient dans une sorte de neutralité du même. Une seconde, c'est les aléas du direct, comme ils disent. Une seconde. Oui. Pardon, excusez-moi. Donc, si nous avons nos boulots, des liens sociaux, des boulots relationnels, boulots de thérapie, d'éducation, d'accompagnement, eh bien, il est très important quand même, et même c'est éthiquement, moi je dirais sincèrement, c'est éthiquement fondamental, de ne pas être dans une sorte de naïveté coupable, de croire que simplement le monde digital est un outil pour faire mieux ce qu'on faisait avant. Alors, de ma part, je ne suis pas du tout, comme on dit, technophobe. C'est-à-dire, technophobe, ça veut dire qu'on a la phobie de la technique, n'est-ce pas? Je ne suis ni technophobe ni technophile. Il me semble que ces considérations sont un peu bêtes. Pourquoi? Parce que le monde digital est là, le monde est transformé avec le monde digital, et ben nous, on n'a pas d'option, c'est la réalité. Vous voyez, il faut faire avec. Simplement que c'est faire avec ne peut pas être dans des gens comme nous qui avons la responsabilité d'autres gens, c'est pas, qui travaillons avec des humains, eh bien, on ne peut pas être dans l'illusion naïve de que, à vrai dire, Robert et Marie restent exactement pareils, sauf qu'on a des outils. Nous devons réfléchir à cette modification du lien. Par exemple, deux points, comme ça, deux points. Le premier point, c'est-à-dire, c'est qu'avec toutes ces crises de Covid, etc., se sont archi-développés, hyper-développés
ça, ce qu'on est en train de faire là, n'est-ce pas? Le télétravail, les conférences comme la nôtre, bien. Donc, comme toujours, vous savez, Jean-Jacques Rousseau, il avait dit, il avait écrit par rapport au progrès, on sait ce qu'on gagne, mais on ignore ce qu'on perd. Bien. Il est très important de se rendre compte que c'est fantastique qu'on puisse faire cette conférence comme ça, sans se contaminer. Bon, parfait, très bien. Simplement une chose. Plutôt que d'être seulement fasciné par les nouveaux possibles, nous devons aussi penser, mais de quoi on est privé? Vous comprenez? De quoi on est privé? Qu'est-ce qui n'est pas là? C'est-à-dire, qu'est-ce qui manque quand il manque les corps? Or, cette question de qu'est-ce qui manque quand il manque le corps est loin d'être une question comme ça, aléatoire ou périphérique. C'est une question centrale pour notre époque parce que notre époque est l'époque qui a produit ce désir de dépasser les corps, ce désir de dématérialiser. Vous savez, c'est ce qu'on nomme les projets post-humanistes ou post-organiques. Dans la biologie, on appelle ça post-organique pour être plus poli, n'est-ce pas? Mais ce sont tous ces projets qui existent aujourd'hui qui se basent justement dans les mondes robotiques et digital, qui disent finalement, on va connaître des modifications telles de l'être humain, pour rester qu'aux humains, qu'on va produire un nouveau mode de vie sur la Terre dans lequel on va pouvoir se débarrasser quelque part des corps. Pour ceux et celles qui ne sont pas au courant de ça, ça semble incroyable, mais pour les autres, c'est monnaie courante. C'est-à-dire, c'est l'orientation aujourd'hui de la recherche, c'est cette idée de modéliser, comprendre les mécanismes du cerveau, pour rester au cerveau. Et l'idée est de dire, bon, si je peux modéliser le cerveau de quelqu'un, je le mets sur une machine avec des algorithmes de dernière génération capables d'apprendre. Non? Où est Robert? Est-ce que Robert est dans ces cerveaux-là qui subit la dégradation, les maladies neurodégénératives, ou est-ce que Robert, il est sur les disques durs en question, vous comprenez? Cette question que pour ceux qui ne sont pas au courant de la discussion semble folle, pour les chercheurs, c'est une recherche absolument sérieuse et financée aujourd'hui. Alors, cette question de qu'est-ce que fait la présence des corps et qu'est-ce que fait l'absence des corps est une question fondamentale. C'est une question fondamentale parce que dans cette question se jouent ces points pivots de notre époque dans laquelle on est en train de passer vers une époque dans laquelle tout à coup, on ne sait pas qu'est-ce que donne un corps, on ne sait pas pourquoi ces corps-là, et on ne sait surtout pas pourquoi est-ce qu'on devrait garder le corps. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre avatar, pour dire comme ça? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre avatar sur un monde virtuel? Hein? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre profil? Et c'est la question un peu, n'est-ce pas? C'est-à-dire quand quelqu'un crée son avatar et habite un peu les mondes virtuels, à un moment donné, il se dit, bon, mais j'existe peut-être plus dans le monde virtuel que dans mon corps. Donc, la question est celle-là. La question est de dire, mais alors, mais qu'est-ce qui se passe quand les corps ne sont pas là? Vous voyez? Et le deuxième élément, c'est, il faut savoir donc, pour revenir à l'idée de l'autonomie de l'écriture, l'autonomie des mondes digitales, il faut savoir que la vérité, c'est que le monde digital, contrairement à la technique, toute technique modifie la personne qui se sert. Il faut savoir que si vous apprenez à jouer le violon ou à faire n'importe quelle chose que vous ne savez pas faire, tous les gestes de la main qui sont en train d'apprendre quelque chose modifient le cerveau, modifient les connexions cérébrales. C'est-à-dire que toute technique est coévolutive, pour dire comme ça. Simplement, dans le monde digital, nous sommes face à une technique qui est passée de la coévolution à une autonomie comme l'écriture et la langue. Vous comprenez? Alors, de ce point de vue-là, il faut savoir quand même qu'avec le monde digital, nous sommes en présence d'une puissance énorme qui aujourd'hui, plutôt que d'être vraiment à notre service, colonise le monde du vivant.
Cette colonisation, pour ne pas être trop long et passer donc un peu en échange, cette colonisation, et là je vais très vite, regarde par exemple toutes les décisions les plus importantes du monde qui aujourd'hui opèrent par des big data. Des big data donc, qui sont en relation avec elles-mêmes, hein, et que par rapport à des micro-informations, mais des milliards et milliards de micro-informations, décident sur la macroéconomie, décident d'un diagnostic médical, décident sur des orientations démographiques, épidémiologiques, vous voyez, et modélisent et décident. Alors, cette décision-là n'est pas faite par un Big Brother ou quelqu'un de très méchant qui est derrière. C'est monde comme ça dans lequel les machines qu'on dit d'aide à la décision, mais qu'à vrai dire sont des machines de décision, ce monde des big data eh bien, est un monde dans lequel effectivement les humains, avec notre petit cerveau, avec toutes nos failles, bah, pour le moment, on a pas mal perdu la main. On a pas mal perdu la main par rapport aux décisions, aux orientations, n'est-ce pas? Parce que justement, et je finirai par ça, au moins cette partie, on n'est pas en train de se hybrider. C'est-à-dire qu'avec la langue, l'humain s'est hybridé avec la langue. Un hybride, ça veut dire deux éléments de nature différente produisent un troisième élément. Avec l'écriture, on sait hybrider, de façon conflictuelle, mais on sait hybrider. Avec le monde digital, il n'y a pas d'hybridation, non pas seulement à cause de la puissance du monde digital, mais à cause de la rapidité de diffusion. Vous comprenez? Le fait qu'il n'y a pas un Indien d'Amazonie qui n'a pas accès direct au monde digital, vous voyez, cette rupture, comme Laurent disait à l'introduction, cette rupture dans laquelle les dedans, les dehors, les privés, les publics, n'est-ce pas, ce que je montre, ce que je ne montre pas, ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas, que toute cette grande catégorie anthropologique de structuration de la personnalité de la société explose, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, on n'arrive pas à hybrider. On n'arrive pas à hybrider. Il y a une sorte de colonisation qui gagne du terrain et face auquel on est dans un déficit de réflexion. Bon, j'étais un tout petit peu peut-être vite dans cette dernière partie, mais peut-être c'est mieux de passer, si Laurent, tu es d'accord, on passe à la discussion. Bien sûr. Comme ça, on peut préciser un peu mieux les choses si ça on peut vous intéresser. Bien sûr, bien sûr. Bah, du coup, si certains d'entre vous souhaitent poser des questions, volontiers, vous ouvrez votre micro et vous les posez. C'est vrai que moi, en t'écoutant, enfin bon, en même temps, c'est pas des choses que j'entends de toi pour la première fois, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être que parce que, enfin, tout en t'écoutant, je regardais l'une de mes collègues qui est là, Sandra, et en t'écoutant, je pensais aux échanges qu'on a eus ces derniers temps collectivement, dans le centre de formation, si tu veux, où on est en train de réfléchir beaucoup à ce qu'on appelle l'hybridation des formations. Donc, je t'ai entendu dire que ça, c'était, j'allais dire, du baratin, quoi, pour pas être plus grossier que ça, l'hybridation des formations. Voilà. Et en même temps, je repense aux échanges qu'on a pu avoir dans ce cadre-là, où effectivement, ce qui venait du côté de les avantages de la digitalisation, je pense qu'on cochait une partie des cases que tu énonçais sur le fait de dire que finalement, effectivement, dans la présence des corps, il y a quelque chose qui nous emmerde, quoi. Ça va pas vite, ça frotte, c'est voilà. Enfin, du coup, c'est facilitant d'une certaine manière, voilà. Et du coup, enfin, c'est pas une question, hein, mais tu vois, en t'écoutant là, dans ce cadre-là, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? Oui, il faut savoir que tu vois, de la même façon que l'écriture, je ne sais pas si vous savez ou pas, mais de la même façon que les humains désirent devenir des avatars digitaux, ça existait, mais une armée d'humains qui sont pensaient que l'écriture était la vérité et qu'il fallait devenir un écrit. L'idée d'épuiser un homme, non, d'absorber un être humain, tout dans l'écriture, vous voyez, c'est-à-dire c'est une idée que Sartre a eu avec Flaubert, que Michelet a eu, c'est-à-dire pour nommer
quelques-uns comme ça. Mais il y a eu beaucoup de gens qui ont pensé que si je pouvais décrire et écrire in extenso, ce qui fait à la vie de quelqu'un, cette personne serait dans l'écrit. Cette illusion-là, effectivement, est restée comme une illusion folle, mais restée comme une illusion. Dans le monde digital, cette illusion, elle est très, très puissante et accompagnée de toutes les techniques qu'on a pour, du coup, vraiment entrer dans la tête de la personne, dans le corps de la personne, eh bien, il faut savoir quand même que cette idée de que la vérité sera dans le monde digital, que les corps resteront comme une sorte d'avatar. Il faut savoir que ça, c'est un rêve de l'Occident. Dans la fameuse mythe de la caverne, vous avez tous entendu parler du mythe de la caverne de Platon. Vous savez, les prisonniers sont dans la caverne, ils regardent les ombres. Il y en a un qui s'échappe, il voit que le monde vrai était dehors, que ça c'était des ombres. Alors qu'est-ce qu'il va dire Platon? Platon va dire, le monde vrai, c'est le monde des idées. Et les corps sont les simulacres. Vous comprenez? Eh bien, on ne dit pas mieux, ni plus, ni moins aujourd'hui. Quand à la Silicon Valley, ils disent, eh bien, le monde vrai, ça sera bientôt le monde des algorithmes, et les corps seront les simulacres, n'est-ce pas? Alors, cette inversion, n'est-ce pas? Cette inversion dans laquelle les corps, comme tu dis, sont lourds, sont lents, etc., colonisés et assimilés au monde de l'algorithme. Moi, d'un point de vue biologique, effectivement, il y a comme une sorte d'urgence de travail. Je travaille tout seul avec des groupes, parce qu'il est très important, par exemple, aujourd'hui, de montrer comment la temporalité de la machine ne correspond en rien, par exemple, à la temporalité des corps. Vous voyez? C'est-à-dire que le vivant n'existe pas dans les temps de la montre. Vous voyez? Les temporalités biologiques sont des temporalités tout à fait différentes. Alors, pour vous dire quelque chose, et après aller à une courageuse ou un courageux qui disent quelque chose, qui pose une question, mais bon, pour vous dire une chose comme ça, pour commencer, il s'avère que quand nous disons je veux gagner du temps dans une opération grâce à la machine, pour le vivant, ça n'existe pas comme possibilité. Un être vivant ne peut pas gagner du temps parce que les temporalités métaboliques, si vous voulez, on peut décrire un peu plus, mais les temporalités métaboliques ne sont pas assimilables au temps linéaire de la montre. Or, quand nous gagnons du temps, entre guillemets, d'un point de vue biologique, tout ce qui se passe, c'est qu'on écrase des dimensions et des processus biologiques et cérébraux. Oui? C'est-à-dire que ne serait-ce que ces pièges-là, vous voyez, les pièges de la machine permet de gagner du temps, ou de dire le temps s'accélère. Vous voyez, c'est un lieu commun, non? Le temps s'accélère, etc. Le temps ne s'accélère absolument pas. Les machines ont une temporalité qui est ni plus ni moins que la temporalité de la vitesse de la lumière, quand même. Mais les corps, ils restent dans sa temporalité, pouf, 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 et à chaque fois qu'on essaie d'accélérer les pouf, 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 bah, loin de rendre performants les corps, la seule possibilité d'accélérer, c'est d'écraser les dimensions. C'est une des raisons, vous savez, pour lesquelles les circuits cérébraux liés au monde digital, plutôt que d'accélérer la fonction, écrasent certaines dimensions. Bon, tout ça, c'est pour dire, pour remplir un peu, parce que je vois que. Est-ce que, à ton avis, comment on ne les voit pas? Est-ce que tu penses qu'ils font de la sieste, tes Non, collègues? je ne crois pas. Non, non, en tout cas, bon, pour les gens que je vois, Ah non, moi, je ne vois personne. Moi, je te vois toi et moi. moi, j'en vois pas beaucoup non plus, les gens, mais j'en vois une en tout cas qui m'a pas l'air de dormir. Je veux bien me lancer dans une question. Mais il n'y a pas de problème. Sinon, moi, j'en ai 450 des questions. Donc, du coup, mais on va pas faire un dialogue en public, si tu veux. Je vais essayer d'être synthétique. Moi, je voulais qu'on approfondisse la question de ce rapport au corps et du lien avec les apprentissages. Là, je me positionne vraiment du côté de la responsable de formation par rapport à ce que j'entends au niveau des étudiants qui de plus en plus expriment des difficultés de concentration
vis-à-vis de la visioconférence, des douleurs lombaires, des douleurs cervicales, des céphalées, enfin voilà. Voilà, une grande lassitude, un sentiment de solitude et aussi des choses un petit peu plus poussées sur l'impression que les choses, c'est comme ça qu'ils le verbalisent, que les choses rentrent moins bien et ils font le lien avec le fait d'être tout le temps dans le même espace, de ne pas faire des allers-retours. Donc cet immobilisme du corps qui finalement sidère la pensée. Enfin, ça, je le dis comme ça, mais voilà, donc je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensiez et est-ce qu'au niveau neurologique, il y a des choses tout à l'heure, vous avez parlé de la question de la mémoire qui n'est pas sollicitée de la même façon selon le type de lecture, si on lit sur un écran d'ordinateur ou si on lit sur un livre, si j'ai bien compris. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait aller plus loin sur l'impact de cette digitalisation dans l'efficacité ou la non-efficacité des apprentissages? Je ne sais pas si c'est très clair. Oui, oui, tout à fait. Bon. Je crois, j'ai compris. Et dans tous les cas, effectivement, il y a, dans cette hybridation, si on peut imaginer une hybridation, non? Dans cette hybridation, pour qu'il y ait hybridation, il faudrait quand même beaucoup travailler pour comprendre quel est l'autre du digital qui est nécessaire. Hein? C'est ce que tu disais, par exemple, quand tu disais le fait d'être dans le même endroit. N'est-ce pas? Or, aujourd'hui, il faut que tu saches qu'on est une minorité absolue des chercheurs à se dire il faut quand même qu'on fasse une recherche pour comprendre en quoi un corps qui bouge d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'a pas la tante Joséphine, les informations, le film, la vidéoconférence, le travail, c'est-à-dire que tout est là concentré. Pourquoi? Que ces corps qui se déplacent, ces corps qui, avec sa pesanteur, avec sa puissance, avec ses problèmes, se déplacent. Pourquoi un corps qui se déplace métabolise différemment les informations qui arrivent? Il faut savoir qu'il y a très peu de recherches là-dessus parce que toutes les recherches vont dans le sens de cette magnifique outil qui permet effectivement de la communication à distance. Alors, effectivement, c'est-à-dire, je crois quand même que là, la pandémie et le confinement ou semi-confinement ont donné une chance énorme à cette invasion, non, développement, à cet impérialisme du tout digital qui peut-être va nous permettre du coup de comprendre que, attention, on se sent mal, mais il faut commencer à comprendre pourquoi on se sent mal, n'est-ce pas? On ne se sent pas mal pour des postures non ergonomiques. On ne se sent pas mal, non, on se sent mal parce qu'effectivement, c'est ce qu'il faut commencer à comprendre et étudier. On se sent mal parce qu'effectivement, les mouvements du corps sont effectivement les biais nécessaires, indispensables pour la compréhension. N'est-ce pas? C'est par exemple, nous, on a travaillé beaucoup pour comprendre la différence entre une information qui arrive à la conscience et pourquoi une information n'était pas une connaissance. La différence entre une information et une connaissance est la suivante. Une information est quelque chose dont moi je suis au courant, mais justement de façon tout à fait indirecte, déterritorialisée, pour dire comme ça, mais que mon corps, pour dire comme ça, n'est pas au courant, non? N'expérimente pas ça. Alors, personne ne bouge à cause d'une information. Au contraire, les informations finissent par inhiber l'agir. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est les travaux qu'on a fait dans la recherche en neurophysiologie, n'est-ce pas? Moi, j'ai publié beaucoup là-dessus parce que c'est un truc qui m'avait beaucoup toujours intrigué. Et effectivement, on se rend compte que l'information, pas seulement ne provoque pas l'agir, mais l'information à haute dose inhibe l'agir. Et alors, qu'est-ce qui permet l'agir? Ce qui va permettre l'agir, c'est la connaissance. Et quelle est la différence entre connaissance et agir? Je ne vais pas vous décrire neurophysiologiquement tous les pas, mais ce que je peux vous dire dans un raccourci, c'est que la différence entre information et connaissance, c'est que la connaissance est quelque chose qui a à voir avec l'expérience du corps.
n'est-ce pas? L'expérience du corps. Il y a, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais il y a un vieux film qui s'appelait Hiroshima, mon amour. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Bon, peu importe. Dans ce film-là, qui est sur un bouquin de Marguerite Duras, hein, il y a un Japonais avec sa maîtresse française et il y a un dialogue qui est un dialogue mythique comme ça, dans lequel la Française lui dit au Japonais, en parlant d'Hiroshima, il a dit, j'ai tout vu à Hiroshima. Alors il dit, j'ai vu les corps calcinés, j'ai vu. Et les Japonais, il répond systématiquement, tu n'as rien vu à Hiroshima. Et alors, sa maîtresse continue, il a dit, non, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et il décrit. Et les Japonais lui disent, tu n'as rien vu à Hiroshima. Bon. À moi, ça me semble assez emblématique, parce que c'est comme si elle n'a pas vu, parce que son corps n'a pas été touché par l'expérience. Vous comprenez? C'est-à-dire que voir, dans le sens là, si on prend l'exemple de Marguerite Duras, non? Voir, ça signifierait une expérience qui n'est pas une information, une expérience qui modifie notre rapport au monde. Qui modifie notre rapport au monde parce qu'il a fait chair dans ma chair. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est un peu ce qui se passe quand, je ne sais pas, c'est-à-dire quand quelqu'un va à Auschwitz, je ne sais pas, quelqu'un va à Auschwitz, et tout d'un coup, il voit quelque chose, non? Et il revient, peut-être il revient, il était touché sans plus, mais peut-être il revient et tout à coup, il y a quelque chose qui, poum, non? Ça fait poum. Alors, c'est faire poum, non? Je veux dire par là que tout à coup, ça fait corps. Ça fait corps, vous voyez? Alors, le problème avec l'expérience indirecte dont j'ai parlé par rapport à l'écriture, par rapport à la parole et par rapport maintenant au monde digital, le problème de l'expérience indirecte, c'est que rend un peu difficile l'acte, vous comprenez? Parce que de plus en plus, on dit, comme tu disais, l'intervenante, non? De plus en plus, on est passif en train de recevoir de l'information. Alors, qu'on aime ou n'aime pas, moi je ne suis pas un défenseur farouche de l'école d'avant, du 12-12, c'est-à-dire que tout passéisme a un côté un peu bête. Mais c'est vrai que l'expérience dans laquelle des corps en présence vont vivre quelque chose peut produire une connaissance. Cette production de connaissances, aujourd'hui, nous, je faisais référence rapidement plus tôt, cette production de connaissances, nous sommes capables de voir à quoi ça correspond neurophysiologiquement, n'est-ce pas? Comment ça ne touche pas les mêmes choses, ça ne fait pas la même chose, n'est-ce pas? Mais moi, je crois que c'est ça que nous devons au moins avoir en tête. Nous devons au moins avoir en tête que c'est fantastique de faire ça, ce que nous sommes en train de faire maintenant. Mais il faut savoir qu'est-ce que nous sommes en train de faire, de côté, le côté fantastique, mais aussi le côté qui n'est pas là. Vous voyez, l'autre jour, j'entendais une dame à la radio sur France Info qui disait « Bon, mais voilà, avec mes petits-fils, on va faire, qui sont tout petits, on va faire un Zoom le soir de Noël. » C'est parfait, très bien. Fais un Zoom le soir de Noël. Ce qu'il ne faut pas, c'est tomber dans l'idée alors là, c'est dangereux, de croire que le Zoom pourrait suppléer, remplacer les corps qui sont là. Les corps, justement, qui ne disent rien. Les petits-fils qui se cachent, les petits-fils qui vont casser quelque chose. L'angoisse du grand-père parce qu'il a un truc très délicat sur une table et que peut-être les petits-fils ne les regardent même pas, mais lui, il a peur que l'autre, en bougeant, les casse, vous voyez. Donc, et tous les liens subtils, par lien subtil, j'entends tous les liens non registrables, vous voyez, tous les liens qui passent au-dessous du radar de la modélisation digitale, tous les liens subtils qui conforment, non, qui constituent les sous-bassements de la relation des corps. Non? Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il ne s'agit pas d'être du tout technophobe, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas surtout d'être dans une fascination. Vous savez, quand on est fasciné,
On est comme les lapins face à la lampe de poche qui l'illumine et qui reste sans bouger et poum, non, on le tire dessus. Parce que la fascination a ces dangers-là. Alors, c'est fantastique tout ça. C'est fantastique, mais il faut savoir à quoi ça sert. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai donné un exemple il y a quelque temps, je vais aller vite pour s'il y a quelqu'un d'autre qui va intervenir. Si moi je désire avoir quelque chose, si je prends des mois et des années à l'obtenir, c'est pas pareil si je commence à désirer avoir quelque chose, je fais clic et je l'obtiens. Eh bien, je ne vais pas maintenant m'étendre là-dessus, mais ce que je vous assure, c'est qu'il y a une différence énorme, mais énorme, de tout point de vue, dans la possibilité d'obtenir quelque chose en 2, 3 tchic-tchac, que tous ces temps d'attente, de frustration, des doutes, etc., jusqu'à obtenir la chose. Ne serait-ce que ça. Vous voyez, je vous donne des exemples un peu en vrac, mais... Mais en tout cas, le dernier, il ne peut pas ne pas parler aux travailleurs sociaux. Sur le fait de différer, d'attendre, ça, c'est quand même fondamental. Aux travailleurs sociaux, à l'éducateur, aux parents, non. Et à nous-mêmes, vous voyez, c'est-à-dire ces mondes toxicomanes de l'immédiateté permanente, la promiscuité et l'immédiateté permanente, non? Ce que vous abordez me fait évoquer la notion de transhumanisme. Et il y a un historien, c'est Alexandre Moati, qui a écrit un livre assez récemment là, aux racines du transhumanisme. Et il sollicite deux figures. D'une part, Teilhard de Chardin, qui évoquait l'ultra-humain, celui qui, par le lien entre le maximum d'humains, va pouvoir développer la pensée, d'une part. Et puis d'autre part, l'autre figure qui, moi au moins, m'a marqué, c'est un personnage actuel, contemporain, c'est Laurent Alexandre, je crois que c'est son nom, Laurent Alexandre, qui est le fondateur du site Doctissimo, et puis qui est aussi un des propriétaires d'ailleurs de la Tribune, en passant. Ouais. Et lui, il peut être considéré aujourd'hui comme, parce qu'il prône notamment dans l'éducation, c'est un fanatique des méthodes numériques dans l'éducation. Et en disant d'ailleurs que, enfin, les meilleurs vont l'emporter sur les inutiles. Il le dit ainsi. Hein. Et donc, à travers ça, d'ailleurs, il est pratiquement eugéniste, c'est-à-dire qu'il dit que les femmes, alors ça aussi en étant en même temps féministe, se présentant comme telles, que les femmes qui ont des possibilités de faire carrière, de faire des recherches, etc., il faut favoriser ça pour elles en leur permettant de congeler les ovocytes. Bon. Oui. Alors, à partir de là, il y a un lien alors, que fait l'auteur, Alexandre Moati, entre cette nouvelle réalité et puis le néolibéralisme. Et en disant qu'en fait, tout ça, c'est très lié. C'est-à-dire que, et en travail social particulièrement, on voit qu'il y a, enfin moi en tout cas je l'ai vécu, il y a un risque aujourd'hui de rupture entre les illettrés du numérique et les autres. Bien sûr. Et ça peut créer aujourd'hui de nouvelles classes sociales. Absolument. L'apartheid, oui. Oui, absolument, absolument. Alors, justement, par rapport à ça, qu'en pensez-vous? Et que peut-on, en tant que travailleur social aujourd'hui, mettre en place et tenter de, si ce n'est de tempérer, au moins de détourner cette tentation aujourd'hui? Alors, Laurent Alexandre, effectivement, il a écrit un bouquin qui est un best-seller absolu, qui s'appelle La mort de la mort. C'est-à-dire que Laurent Alexandre, lui, est vraiment une top de la Singularity University, qui sont les transhumanistes américains. Alors lui, bon, il est malin, quoi. Je ne dirais pas intelligent, mais en tout cas, il est malin.
et il ne se dit pas transhumaniste parce qu'en France, ça ne plaît pas, etc. Mais c'est vraiment une top, le transhumanisme. Et carrément, ce qu'il dit, c'est qu'on est la veille de la possibilité d'éliminer la mort. C'est-à-dire que la vie va continuer sur une autre base. Il faut savoir que dans la biologie de synthèse, qui ne sont pas des délirants, ce sont des chercheurs scientifiques, la biologie de synthèse dit ça. La biologie de synthèse aussi cherche d'autres bases que les bases des aminoacides qui constituent l'ADN pour que la vie continue sur d'autres bases, n'est-ce pas? Bon. Alors donc, le transhumanisme, ce n'est pas simplement quelqu'un de crétin et dangereux comme Laurent Alexandre, c'est aussi un tas de chercheurs qui cherchent dans ce sens-là. Hein. Alors, Laurent Alexandre, effectivement, pas par hasard, est quelqu'un qui est très lié au néolibéralisme, est vraiment un défenseur du néolibéralisme, parce que c'est quoi le néolibéralisme si ce n'est pas justement cette virtualisation de l'économie, n'est-ce pas? C'est-à-dire, dans le néolibéralisme, on est au-delà du capitalisme. Il faut bien comprendre qu'on est au-delà du capitalisme parce que dans le néolibéralisme, celui qui produit, celui qui territorialise la production, il perd. C'est-à-dire celui qui gagne, c'est celui qui justement virtualise l'argent. C'est l'argent financier, c'est l'argent qui dit on a besoin de délocaliser une usine, on la délocalise, on doit fermer un hôpital, on le ferme parce que la seule réalité, à la Platon un peu, la seule réalité, c'est les chiffres du néolibéralisme. Et les corps sont, comme dirait l'autre, des simulacres. Bon. Laurent Alexandre est quelqu'un de très dangereux et quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, mais il ne faut pas non plus croire qu'il est isolé. Il faut voir que lui, il est la tête visible, comme on dit, de l'iceberg, n'est-ce pas? Et qu'on est dans un processus de dématérialisation, de décorporisation. Teilhard de Chardin, lui, bon, n'a rien à voir avec ça, le pauvre, c'était un saint homme certainement, qui avait fait une articulation entre Hegel, Darwin et le Christ, mais il arrive paradoxalement au même point d'une sorte de surhomme, non, qui serait le plus éloigné possible des corps, n'est-ce pas? Alors effectivement, il y a quand même cette idée d'une évolution vers l'abstraction. Hein? Alors, en tant que travailleurs sociaux, en tant que psy, en tant que tous ceux, nous qui avons affaire avec des humains, quoi, moi je pense que vraiment dans notre éthique est fondamental déjà d'être au courant de ce qui est en train de se passer. Non pas être méfiant, encore moins complotiste, rien du tout, mais au moins être conscient de ce que j'ai commencé à introduire là et que vous, dans vos lectures, vous en faites référence. C'est-à-dire qu'on doit se renseigner de la nature, de la révolution profonde qu'on est en train de vivre pour ne pas y participer innocemment. Alors, de l'autre part, effectivement, on a intérêt absolument à savoir comment on remet les corps en jeu. Excusez-moi. Il faut savoir qu'on ne peut pas aider les gens en virtualisant leur vie, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est très général ce que j'ai dit ça, mais c'est quand même de ces côtés-là. Donc, comme orientation, effectivement, c'est très, très important que nous, on sache limiter cet impérialisme, cette colonisation du digital pour remettre les corps en avant. Et alors, en tant que travailleurs sociaux, en tant que médecins, en tant que soignants, déjà, il y a une lutte politique. Hein, c'est-à-dire, nous ne sommes pas d'accord qu'au nom du profit, on ferme des maternités et on délocalise, n'est-ce pas? Déjà de ces côtés-là. Non? Et dénoncer qu'il y a un irrationnel, il y a un irrationnel total dans ce rationalisme comptable. Mais d'autre part, on doit développer des pratiques dans lesquelles les corps soient indispensables. Parce que sinon, on rend les gens de plus en plus impuissants. Alors, je suis conscient que c'est une réponse un peu générale, mais je crois qu'il y a un conflit et qu'il y a ces deux pas-là. D'abord, c'est très important que nous, les travailleurs sociaux, de la santé mentale, de la santé, que nous, on soit au clair avec ce qui se passe. Par exemple, pour un médecin, c'est important qu'il voit la différence entre un diagnostic fait par Big Data
et le diagnostic dans lequel il rentre l'intuition. L'intuition est toujours d'origine corporelle, c'est-à-dire je sens quelque chose, malgré un certain niveau de rationalité, je sens quelque chose, n'est-ce pas? Dans le travail social, pareil. Dans le travail social, il faut garder, protéger ces dimensions de l'intuition, du pari, du non-savoir. Il y a une question qui a été écrite que je vais te lire. Est-ce que la confiance aveugle des ados en ce monde digital ne pourrait pas expliquer leur mal-être? C'est sûr que cette atmosphère dans laquelle ils vivent, il faut voir quand même que pour toute génération qui a jusqu'à 20 ans, ils sont nés dans un monde où effectivement les problèmes du digital, c'est la compatibilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les plus vieux ou même les plus jeunes qui lisent beaucoup ou qui ont des pratiques autres que les pratiques digitales, on est moins compatible avec le digital, n'est-ce pas? Or, nous assistons tous, on voit comment pour les jeunes, même les petits, ils ont une sorte de digitalo-compatibilité dangereuse, n'est-ce pas? Étonnante au moins. Eh bien, cette digitalo-compatibilité, c'est un peu long pour expliquer pourquoi est-ce que existe cette digitalo-compatibilité. Elle existe parce que, pour le dire très très rapidement, de façon grossière, effectivement, les circuits digitaux s'articulent avec des circuits cérébraux, mais pas en tant qu'un cerveau intégré, en tant qu'un cerveau disloqué, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quand quelqu'un est en train d'être en échange avec un jeu vidéo, par exemple, etc., eh bien, il faut savoir qu'il n'est pas, lui, en tant que personne intégrée, en train de participer de ça. Son soi, pour le dire comme ça, son soi se trouve sollicité de façon disloquée. Non? Alors, il faut savoir que la digitalo-compatibilité, elle est basée sur ce type de particularités que je suis conscient que je passe hyper rapidement, de façon grossière là-dessus. Alors, il est très, très important quand même de savoir que ces jeunes-là de moins de 20 ans, c'est eux justement qui ont malheureusement la responsabilité, et c'est là où nous devons les aider, de trouver des façons d'utilisation transgressive du monde digital, n'est-ce pas? Des façons transgressives, et aussi, c'est à nous la responsabilité de les aider à que le monde digital ne soit pas leur seul monde. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai qu'un enfant ne peut pas lire un bouquin. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, ce n'est pas vrai qu'il ne regarde que des écrans. Il regarde que des écrans quand les parents les permettent de regarder que des écrans. C'est-à-dire, vous voyez, c'est-à-dire qu'il y a une sorte comme ça de se rendre, mais se rendre sans aucun conflit, on se rend sans se battre, on se rend sans réfléchir. Ce n'est pas vrai qu'un enfant ne peut pas lire. Mais il faut quand même avoir la préoccupation de dire, lis ces bouquins avec toute cette création d'intimité, création d'intériorité que signifie la lecture, n'est-ce pas? Que dans le monde digital n'existe pas. Alors, moi je pense que c'est la responsabilité des adultes, mais vous savez, le problème c'est qu'on est dans un monde dans lequel on vieillit sans devenir adulte. Déjà, l'adolescence, elle s'est finie quand tout va bien à 45 ans, et après on commence à vieillir et on ne devient jamais adulte. Vous voyez, alors il y a adolescence et vieillissement sans devenir adulte. Eh bien, il faut quand même qu'on devienne un peu des adultes. Et devenir des adultes signifie justement ne pas baisser comme ça, c'est rendre et de dire c'est les innovations. Alors juste un point avant de finir, non? Qui est un point très important. Une innovation n'est pas un progrès. Le progrès relève de tout un point de vue de l'histoire, que c'est ce que là, Jean évoquait tout à l'heure, n'est-ce pas? Teilhard de Chardin, les progrès, Hegel, ou Marx, n'est-ce pas? L'idée du progrès. Le progrès est quand même un mythe fort de l'Occident, de que l'histoire a un sens, qui va vers quelque part. Bon, l'idée du progrès, elle est finie. C'est-à-dire, plus personne aujourd'hui peut penser rationnellement que
l'histoire a un sens. OK. Alors, l'innovation. Une innovation n'est pas un progrès. Une innovation est asémantique, pour dire comme ça. N'a pas de sens, une innovation. Une innovation peut être très positive, dans certains cas, peut être très négative, n'est jamais neutre, vous voyez, c'est-à-dire parce qu'elle est capturée avant sa production, déjà dans un projet, vous voyez, mais il est très important de ne pas être stupide, si possible, n'est-ce pas? De ne pas être trop stupide. C'est inévitable d'être un peu stupide dans la vie, de ne pas trop être stupide, c'est-à-dire, ces conneries, pour être clair et net, ces conneries qui nous vaccinent, de qu'on ne peut pas être contre le progrès, c'est-à-dire qu'on doit s'avaler toutes les innovations, c'est une connerie, une bêtise réactionnaire et liberticide. Pourquoi? Parce qu'une innovation n'est pas un progrès. Une innovation est une innovation sans aucun sens en soi. C'est nous qui devons nous bagarrer pour donner l'essence. Alors, effectivement, si les non-adultes, les vieillissants, pour dire comme ça, si les vieillissants sont tout à fait convaincus que toute innovation est un progrès, donc positif, non? Eh bien, c'est fini. Or, il faut que les vieillissants deviennent adultes et qu'ils soient moins fascinés par les parlants pampants des innovations. Il faut qu'on dise, mais à quoi ça me sert? Alors, vous connaissez tous et toutes les modes d'utilisation des applications, des smartphones, etc. On se croit obligé de se mouler aux applications, n'est-ce pas? Et alors, notre souci, notre énergie, du coup, passe dans le souci de devenir compatible avec la machine. Eh bien, sans être du tout ludiste, pour ceux et celles qui se rappellent qu'est-ce que ça voulait dire, c'est-à-dire sans du tout s'opposer à la machine, eh bien, quand même, il faut que la machine nous sert à quelque chose dans notre projet. Parce qu'il est en train de se passer maintenant, c'est que nous entrons dans les projets de la machine, que, comme Jean le disait, est absolument consubstantiel du projet néolibéral. Alors, moi, je dois vous laisser. Je suis tout à fait conscient de que c'était un peu chung, style rapidos. Mais comme Laurent le sait, c'est à continuer. À la prochaine, exactement. En tout cas, merci d'avoir accepté de venir. À bientôt. Pour ceux et celles qui veulent participer donc du séminaire du collectif, pas malgré nous du tout, mais malgré non, en plus j'avais écrit malgré. Je ne l'ai pas écrit comme ça, j'ai fait un beau lapsus. Non, les malgré nous, c'était les Alsaciens SS quand même. Alors, ce soir à 8h30, alors je dois aller là préparer quelque chose pour le séminaire. Donc, à 8h30, on peut se revoir et sinon, à une prochaine fois. Et ceux qui le souhaitent, j'ai le lien, je vous le transmets volontiers. Ciao Laurent, à la prochaine. Au revoir tous et toutes. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.